Bonjour, bienvenue dans Le Monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef de Slate, et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, cofondateur du site. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. D'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain. Salut Hélène. Et avec nous également en ligne, Marc Roche, journaliste, essayiste, spécialiste de la monarchie britannique. Bonjour Marc. Bonjour. Votre dernier livre, Ma vie chez les Windsor, les derniers secrets de Buckingham, est paru cet automne chez Albin Michel. C'est un sujet explosif. Les dossiers concernant Jeffrey Epstein vont être rendus publics aux États-Unis. Jeffrey Epstein, c'est ce milliardaire américain inculpé pour trafic sexuel et exploitation de mineurs, retrouvé mort en prison en août 2019. L'annonce de son décès avait déclenché un scandale aux États-Unis, sa mort étant vue comme un moyen pour de nombreuses personnalités d'échapper à des accusations ou poursuites. Depuis, les zones d'ombre autour de ses relations avec de puissants responsables du monde entier n'ont cessé d'alimenter les débats. Donald Trump avait d'abord promis de révéler la liste des clients d'Epstein avant de s'y opposer une fois parvenu à la Maison-Blanche. Mais mercredi 19 novembre, après un vote au Congrès, le président américain a finalement promulgué une loi qui prévoit la publication du dossier complet de Jeffrey Epstein. Le ministère de la Justice a maintenant 1 mois pour le faire. Cette affaire est explosive aux États-Unis, mais aussi au Royaume-Uni, car le prince Andrew, frère du roi Charles III, était un proche du milliardaire. On va donc explorer les répercussions de l'affaire Epstein des deux côtés de l'Atlantique. Commençons par les États-Unis. Alain, Jean-Marie, cette affaire est en train de déchirer le camp Trump, ou plus précisément la base MAGA ? Oui, en tout cas, c'est la première fois qu'il y a une division entre la Maison-Blanche et la base MAGA aussi nette. En tout cas, les représentants de la base MAGA à la Chambre, les élus, ont été sur ce point en désaccord avec la Maison-Blanche parce que un certain nombre d'entre eux, pas tous, mais un certain nombre d'entre eux, étaient prêts à voter avec les démocrates faisant de cette affaire un cheval de bataille contre le président Trump. Donc ces élus républicains étaient prêts à voter une loi obligeant le ministère de la Justice et le FBI, qui est sous la tutelle du ministère de la Justice, à publier le dossier complet de l'affaire Epstein. Donc là, il y avait une sorte d'inévitabilité dans ce clash, parce que Trump finit par être responsable de ce qu'il a dit dans sa campagne. Et c'est de plus en plus le cas, d'ailleurs, dans ce deuxième mandat de Donald Trump. C'est le cas sur d'autres sujets, comme l'inflation, par exemple. Trump, pendant sa campagne, a dit « Avec moi, on publiera le dossier Epstein et on verra que les démocrates figurent, donc que des responsables démocrates figurent dans ce dossier et qu'ils sont particulièrement corrompus. Moi, je n'hésiterai pas une seconde à publier le dossier Epstein. » Et c'est devenu, si vous voulez, dans la campagne de Donald Trump, un cri de ralliement de la base MAGA. Ce qui fait que les élus MAGA à la Chambre des représentants, pour ne pas être démentis, pour ne pas se trouver en porte-à-faux par rapport à leur électorat, les élus MAGA se sont retrouvés d'accord avec les démocrates pour qu'on publie l'ensemble du dossier. Les démocrates, en faisant un cheval de bataille, je l'ai dit, contre Donald Trump. Donc voilà la situation et voilà exactement ce qui s'est passé. Et Donald Trump, qui a tout fait pour que le ministère ne publie pas ce dossier, se retrouvant sur la défensive, a fini par dire qu'il était d'accord pour promulguer la loi que vous avez dite. À la vérité, tout ça est du pipeau. Le président des États-Unis n'a pas besoin d'un vote à la Chambre, pas plus qu'il n'a besoin d'un vote au Sénat pour demander au ministère de la Justice de publier tel ou tel dossier. Mais voilà où on en est, et d'une certaine manière, c'est typique de Trump. Il est pris au piège de sa propre campagne électorale. Marc Roche, est-ce que vous pensez que ces revirements opérés par Trump, d'abord très virulents, oui, on va publier, finalement non, dire que tout ça est un canular monté par les démocrates, est-ce que vous pensez que tout ça le fragilise, Donald Trump, et que si sa base MAGA implose ou se divise, son assise sera beaucoup moins forte ? Je pense que ça ne changera pas grand-chose, comme Alain l'a dit, pour Donald Trump.
de ce côté-ci de l'Atlantique, l'affaire est réglée, à savoir que celui qu'on appelle maintenant Andrew Mountbatten Windsor, donc, a décidé de ne pas répondre à la demande du Congrès de témoigner sur l'affaire Epstein. Rien ne l'oblige parce qu'il est étranger et que les républicains, en fait, vont faire bloc pour protéger la couronne, vu les liens très étroits entre Donald Trump et Charles III. Donald Trump est un grand admirateur de la royauté britannique et le Royaume-Uni post-Brexit a besoin plus que jamais des États-Unis pour exister en tant que puissance moyenne. Alors, le problème, c'est que, vu d'ici, vu du palais, l'affaire est réglée. Andrew a payé 12 millions de dollars en 2022. C'est sa mère, en fait, Elisabeth II, qui les a réglés pour enterrer l'affaire. Elle est enterrée de ce côté-ci avec la perte de toutes ses fonctions de représentation militaire et civile, de tous ses titres. Mais lui s'en sort plutôt bien, à savoir qu'il va maintenant couler des jours heureux à Sandringham, donc qui est une propriété privée du roi Charles III. Il recevra même une petite retraite de son frère, puisqu'il s'est engagé, ce dernier, devant sa mère, Elisabeth II, dont Andrew était le fils préféré. Alors lui, il dément toujours les faits, malgré les 20 000 emails qu'il incrimine notamment. Il se considère comme un bouc émissaire pour les autres, du côté des États-Unis surtout, les Clinton qui pourraient être mêlés et d'autres responsables. Et vous savez, il garde quand même sa place dans l'ordre de succession parce que l'exclusion demanderait une loi et vraiment Keir Starmer, le Premier ministre, a d'autres chats à fouetter qu'une réforme constitutionnelle, donc il reste 8e. D'ailleurs, moi je me disais que ce serait rigolo pour un écrivain de science-fiction d'imaginer que tous les membres de la famille royale, les 7 avant lui, sont massacrés et qu'Andrew monte sur le trône. Et il garde bien sûr les médailles de héros des Falklands, parce qu'il reste quand même le souvenir de la guerre dans l'Atlantique Sud. Donc le seul danger pour lui aujourd'hui est l'ouverture d'une enquête par la police londonienne sur les accusations comme quoi elle a demandé à ses gardes du corps d'enquêter sur son accusatrice, Giuffre, ce qui est interdit par le règlement, mais c'est une enquête de pure forme. Vous dites qu'il s'en sort bien, Andrew Mountbatten Windsor. Est-ce que la monarchie s'en sort aussi bien que lui? Parce qu'on peut peut-être imaginer quand même que cette affaire la fragilise, et notamment l'indemnité conséquente qui a été versée à cette victime, à cette accusatrice, la jeune femme qui accusait Andrew. Qu'en pense l'opinion publique britannique de tout ça? D'abord, le contribuable n'est pas concerné par cet arrangement puisque c'est venu de la poche d'Elisabeth II et vous savez, les Windsor sont riches et pingres, donc cela ne concerne pas du tout l'opinion publique. D'un autre côté, le roi a bien réagi, pas très rapidement parce que c'est dans sa personnalité de ne pas trancher dans le vif, un peu comme sa mère. Il n'aime pas ça, il préfère botter les problèmes en tous, surtout familiaux, en espérant qu'ils se règlent d'eux-mêmes. Il est conscient que c'est un règne de transition, qu'il est malade, on ne connaît pas la nature ni la gravité de son cancer, qu'il est quand même septuagénaire et qu'il est beaucoup moins populaire, et ça c'est le problème, que son fils William et sa belle-fille Kate, mais là aussi la relève est assurée et il y a un grand danger pour le roi de voir son fils, qui a quand même des appétits à la Brutus, d'occuper le terrain qui était le terrain du prince de Galles, donc avant qu'il ne soit roi, à savoir l'écologie, la géopolitique, la diversité et l'œcuménisme religieux. Et avec William et Kate, et notamment ce que William a dit sur la nécessité de moderniser la monarchie, une autre attaque contre son père, l'avenir de la monarchie est assuré parce que c'est un roc dans la tempête, surtout dans les circonstances géopolitiques, économiques, politiques, sociétales difficiles que connaît le Royaume-Uni. Alors aujourd'hui,
On doit se souvenir que le système américain, la révolution américaine, a été conçu contre une monarchie et que l'édifice institutionnel aux États-Unis, la Constitution, est faite pour éviter aux États-Unis le retour à la monarchie. Or, on a eu cette semaine une démonstration rigoureusement inverse par Donald Trump, avec la réception en grande pompe du prince Salman à la Maison-Blanche, avec un décorum, un défilé, des avions, des chevaux, toute une mise en scène parfaitement monarchique, d'une part, et d'autre part, des tentations chez Donald Trump, plus que des tentations d'ailleurs, d'affirmer une sorte de monarchie personnelle, parce que c'est un peu comme cela qu'il se comporte. Alors, dans ce contexte, l'affaire Epstein existe, mais pour le moment, je ne sais pas quel sera l'avis d'Alain, mais j'ai trouvé peu d'experts ou d'observateurs pour dire que cette affaire peut aller au bout et nuire vraiment à Donald Trump, parce que le ministère de la Justice est complètement dans sa main, parce que le FBI est complètement dans sa main, parce qu'ils n'hésiteront pas, je pense, à expurger du dossier ce qui doit être expurgé pour mettre à l'abri Donald Trump. En revanche, Donald Trump, lui, se comporte de façon de plus en plus impressionnante et grave d'ailleurs, parce que il vient d'ailleurs de dénoncer que des députés démocrates qui étaient à ses yeux coupables d'avoir incité des militaires à désobéir seraient passibles de la peine de mort. Ce contexte étant que le président Trump a envoyé la garde nationale ici et là, notamment dans des villes démocrates, et que c'est par rapport à ces gardes nationaux à qui ces élus démocrates conseillaient de ne pas obéir à des gens qui voudraient que, par exemple, ils tirent dans la foule, qui ont fait naître cette polémique. Et là, on a encore une illustration d'un comportement parfaitement monarchique. Donc c'est peut-être plus ça qui peut, aux élections intermédiaires, nuire à Trump que l'affaire Epstein elle-même, encore que on ne sait pas, parce qu'en fait, personne ne sait ce qu'il y a dans ces documents. C'est votre analyse aussi, Alain Frachon, que peut-être ce sera beaucoup de bruit pour rien et que finalement ce n'est pas une affaire qui est tant à même de déstabiliser Donald Trump? Il y a 2 remarques, je crois, à faire à ce stade de l'affaire, pour continuer dans ce que disait Jean-Marie. Premièrement, il y a les victimes. Donc les victimes, elles jouent un rôle clé dans cette histoire. Les victimes, elles se sont réunies, elles ont milité, elles se sont organisées. Ce sont un groupe de jeunes femmes qui ont tous été victimes du réseau qu'avait monté Epstein, une sorte de réseau de massage ou de prostitution de luxe avec des contreparties. On leur payait leurs études, on payait leurs voyages ou des choses comme cela pour ce qu'on sait du dossier. Mais on ne sait pas grand-chose d'autre sur ce dossier. Il y a des éléments qui ont déjà été publiés, mais tout n'a pas été publié. Il y a des emails qui ont déjà été publiés. Donc ça, c'est la première chose. Les victimes, elles ne vont pas lâcher. C'est leur bataille, c'est leur combat. L'une d'entre elles s'est donné la mort, s'est suicidée. Et donc, elles ne vont pas lâcher et elles pèsent sur les élus. Donc ça va pas s'arrêter de sitôt. Maintenant, il y a 2 questions que posait l'intervention de Jean-Marie. C'est qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier? Dans ce dossier, il y a, pour autant qu'on sache, notamment l'agence Bloomberg a fait une longue enquête dont Le Monde a fait état aussi. Il y a essentiellement des relevés bancaires, bon, ça c'est très important. Il y a des photos de soirées, de choses comme ça. Et il y a des rapports avec des sources confidentielles sur les activités de proxénétisme de luxe, si vous voulez, avec des jeunes femmes, des mineurs, dont Epstein a été l'organisateur. Ça a été jugé. Et même sa compagne, Ghislaine Maxwell, est en prison, a été condamnée à 20 années de prison. Donc, si vous voulez, première question, qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier? Bon, Epstein était un financier. C'était une vedette du New York mondain. Il était extraordinairement mondain. Il jouait de toutes ses relations dans le monde des affaires, dans le monde politique, dans le monde du spectacle, pour l'ensemble de ses activités, mais notamment financières. Et donc, il y a énormément de gens qui ont été en contact avec Epstein. Et s'il y a une liste de gens qui sortent du dossier, ce qui est probable, et ça a commencé, c'est qu'elle va comprendre beaucoup de gens qui sont des démocrates en politique ou d'autres qui sont des républicains. Pour beaucoup de ces gens-là, le seul fait de figurer sur la liste ne veut pas dire qu'ils ont participé en quoi que ce soit à la prostitution de luxe organisée par Ghislaine Maxwell et Epstein. Vous avez déjà un exemple.
un des économistes les plus brillants des États-Unis, Larry Summers, qui a été le secrétaire au Trésor de Bill Clinton, a échangé avec Epstein. Il lui a notamment, dans un telex, il lui dit, c'était 1 an avant que Epstein soit condamné à la prison, il lui dit, alors comment ça va la vie de bambocheur que vous menez à New York? Donc, ça ne veut pas dire que Summers est impliqué dans le réseau de Epstein, mais en tout cas, ça ne l'empêchait pas de communiquer avec Epstein. Ce genre de telex, il va y en avoir plein. Mais il s'est retiré de la vie publique, Larry Summers. Il s'est retiré de la vie publique. Il avait beaucoup de fonctions dans les conseils d'administration, ici et là. C'est un ancien président de Harvard, c'est non seulement ancien secrétaire au Trésor, ancien chef des conseillers économiques de la Maison-Blanche. Il s'est retiré de tout ce qui pouvait le lier encore au business ou à la vie publique, pour ne garder qu'une seule chose, son cours d'économie à Harvard. Et c'est même pas sûr qu'il puisse le garder d'ailleurs. Je pense que la publication va jeter un discrédit sur l'ensemble, sur une partie des élites américaines et notamment new-yorkaises. Et ça, ça peut avoir un impact politique dans un sens ou dans un autre, on ne sait pas encore. La deuxième question, c'est la bizarrerie du comportement de Donald Trump. Pendant sa campagne électorale, il prend le risque de se servir de l'affaire Epstein systématiquement, de manière quasiment structurelle pendant sa campagne, pour attaquer les démocrates. Or, une fois qu'il est à la Maison-Blanche, il fait tout pour empêcher la publication de ces documents. C'est-à-dire que même, ils ont entrepris de soudoyer Ghislaine Maxwell et de lui dire, si tu fais une déclaration publique, comme quoi il n'y a pas de liste noire, tu vas changer de prison et tu vas aller dans une prison beaucoup plus confortable. Tu auras même le droit d'avoir un animal de compagnie, etc. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ça qui alimente la suspicion. Et donc, on a eu le sentiment qu'il avait quelque chose de lourd à cacher. Donc, encore une fois, il a pris un risque fou en disant n'importe quoi et il se retrouve maintenant pris au piège de ce risque. Est-ce qu'il a quelque chose à cacher? Personne n'en sait rien. Si ça se trouve, pas grand-chose, sinon que, et il le dit lui-même, il a été un très proche ami de Epstein jusqu'à 2018, avant sa première condamnation. Et dès qu'il y a eu la première condamnation, Trump dit qu'il a cessé toute relation avec Epstein. Epstein a une maison aussi, une sorte de château en Floride, à côté de Mar-a-Lago, de là où est Trump. Donc voilà, c'est très curieux. Il est très curieux aussi que Trump ait laissé le Congrès s'engager dans cette bataille qu'il a perdue, puisqu'il y avait suffisamment de républicains pour voter contre la position de la Maison-Blanche. Donc c'est très curieux, son comportement est totalement illogique. S'il voulait que les documents soient publiés, il avait qu'à le dire depuis le début, il n'y avait pas besoin d'un vote du Congrès. Donc lui-même, par son comportement, laisse entendre qu'il a véritablement quelque chose à craindre. Mais personne n'en sait strictement rien. L'hypothèse, c'est peut-être que, justement, la différence entre le temps A et le temps B, c'est que dans l'intervalle, il devient président. Et devenant président, il peut savoir ce qu'il y a dans ces documents. Et apprenant ou voyant ce qu'il y a dans ces documents, il s'est peut-être dit, il vaut mieux pas que ça sorte. Et c'est peut-être de là que venait son revirement. Sur l'impact sur ses propres troupes, il y a l'exemple criant de Marjorie Taylor Greene, qui est quand même une propagandiste trumpiste de la première heure, qui a beaucoup œuvré contre Joe Biden, qui a beaucoup encensé pendant toute la campagne le président Trump, le futur président Trump, et qui, elle, s'est solidarisée avec les victimes. Et le fait qu'elle se solidarise avec les victimes lui vaut maintenant d'être qualifiée par Donald Trump de traître. Du coup, elle s'en prend à Trump lui-même de traître et de cinglé, parce Trump n'hésite jamais sur les vocabulaires. Par ailleurs, on voit ce spectacle absolument hallucinant, et il faut le dire attristant, lorsque des journalistes normalement constitués, c'est-à-dire de très bonnes professionnels, posent des questions, notamment sur cette affaire à Donald Trump, il répond par l'insulte. Oui. Par l'insulte, en disant à une journaliste qui lui pose une question, il la traite de petite cochonne. Tout à fait. Non mais attendez, c'est de la misogynie crasse. Au sommet de l'État américain, on se pince, ça ne devrait pas exister, ou ça devrait être puni quelque part en tout cas par le cercle des républicains qui soutiennent toujours Donald Trump. Donc c'est ça aussi qui crée ce climat qui devient un climat malsain et qui peut-être conduira à des suites constitutionnelles. On n'en sait rien, ça va dépendre en fait des midterms. Si les midterms sont franchement défavorables à Donald Trump, on peut penser que la future majorité agira dans un sens qui ne conviendra pas au président Trump. Mais pour le moment, on est dans ce paysage-là où il y a vraiment Marjorie Taylor Greene, c'est par définition
l'archétype du soutien à Donald Trump et qui est obligée de se retourner contre lui parce qu'elle est traitée aujourd'hui de traître et de cinglée pour cette solidarité avec les victimes de l'affaire Epstein. Donc voilà, il y a ce conflit dormant dont on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Marc Roche, est-ce que c'est une affaire qui intéresse beaucoup au Royaume-Uni? Est-ce que c'est suivi? Est-ce que ça entraîne des débats ou finalement guère plus que ça? Guère plus que ça, parce que pour bon nombre de Britanniques, ils ont d'autres chats à fouetter. Il y a le budget très difficile qui va faire mal, qui va être présenté le 26 novembre. Il y a des grèves, il y a une situation politique instable malgré une énorme majorité parlementaire travailliste. Le Premier ministre est le plus impopulaire après un an de pouvoir de l'histoire politique. Donc les Britanniques ont vraiment d'autres chats à fouetter, d'autant plus que de ce côté-là de l'Atlantique, l'affaire Andrew Mountbatten-Windsor, comme on l'appelle aujourd'hui, est terminée. Et ce qui est intéressant, c'est combien il commence à avoir même je ne veux pas dire un mouvement de sympathie pour Andrew, mais un retournement un peu de l'opinion publique qui dit voilà, il a payé, qu'on le laisse en paix et que ça reste cette chasse aux sorcières. Et la preuve, c'est que, et je vais faire un peu de people, vous allez m'excuser, ces deux filles, les princesses Béatrice et Eugénie, se sont bien sorties de cette affaire parce qu'elles sont restées loyales envers leurs parents, tout en ne disant rien à la presse et en restant complètement au service du palais. Et on annonce là qu'elles pourraient devenir des membres actifs de la famille royale, c'est-à-dire exerçant des fonctions de représentation de deuxième ordre, parce que c'est vrai qu'avec la maladie du roi et la maladie de Kate, donc le cancer, et le vieillissement, je dirais, des ducs et duchesses, et des comtes et comtesses et princes et princesses qui faisaient le noyau dur de la famille royale, il manque de bras au moment où le pays veut que sa famille royale soit présente pour le soutenir en cette phase difficile. Vous savez, comme disait la reine Élisabeth II, l'icône, pour être cru, il faut être vu. Et donc, pour être vu, il faut qu'il y ait suffisamment de membres de la famille royale. Donc, Andrew le maudit, le paria, qui maintenant vit complètement cloîtré à Sandringham, eh bien, il existera toujours dans la vie de la famille royale et la vie des Britanniques via ces deux filles. Il faut peut-être rappeler que la victime d'Andrew s'est quand même suicidée. Elle s'est suicidée, elle s'appelait Virginia Giuffre. Merci beaucoup à tous les trois pour cette émission. Merci Marc Roche. Je vous rappelle que vous êtes journaliste et essayiste, auteur de Ma vie chez les Windsor, les derniers secrets de Buckingham. Merci Jean-Marie Colombani. Merci Alain Frachon. À très vite. Merci Hélène. Merci Hélène. Merci. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.